Jusqu'au XXe siècle, les campagnes étaient majoritaires sur Terre. Je parle ici sur le plan démographique. Et dans le courant du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un retournement de situation, qui d'ailleurs s'est fait bien sûr progressivement, et dorénavant, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, les habitants des villes sont majoritaires. Et ce phénomène va toujours en s'accélérant. Mon propos d'aujourd'hui portera sur l'origine des villes. Il sera question, d'une part, de comprendre dans quel contexte elles sont nées, ensuite d'essayer de situer l'endroit sur la planète où elles sont apparues, ou plus exactement où elles ont été inventées, et enfin on va essayer de comprendre quelles sont leurs caractéristiques sur le plan urbanistique et surtout, en conclusion, de proposer des hypothèses quant au pourquoi. Pourquoi les villes? Les villes sont nées au Proche-Orient, quand, au IVe millénaire, et il est important d'emblée ici de signaler que les foyers de naissance des premières villes sont multiples, indépendants les uns des autres, contemporains, même s'ils se situent dans la même région de la planète. Les villes sont nées au départ de développement de villages, mais un certain nombre d'entre elles résultent aussi d'un acte volontaire de fondation. Je reviendrai sur ce sujet dans la deuxième partie de mon exposé, car effectivement, je vais m'attacher dans un premier temps, comme je l'annonçais d'ailleurs en introduction, au contexte dans lequel elles sont apparues sur le plan économique. Ensuite, je vais m'intéresser au rayonnement urbanistique de la civilisation sumérienne et à partir de là de voir quels sont les autres foyers urbains qui sont nés. Et puis, je vais indiquer un certain nombre de caractéristiques qui sont liées en particulier à leur localisation, enfin avant d'aborder une théorie qui a été présentée par Alain Testard dans un ouvrage que je vous montrerai tout à l'heure. Le contexte donc tout à l'heure. Les indices que nous possédons quant à l'origine des villes sont liés essentiellement et presque exclusivement à des artefacts, à des sources archéologiques, puisque l'on se situe essentiellement dans une période qui appartient étymologiquement encore à la préhistoire, puisque l'écriture ne sera inventée justement que pendant cette période où naissent les villes. Mais les villes sont antérieures, en tout cas ce phénomène urbain est antérieur à l'invention de l'écriture. Les sociétés où naissent les villes sont des sociétés qui, structurellement parlant, sont de plus en plus hiérarchisées. Ensuite, sur le plan démographique, les villes manifestent très clairement
l'existence d'une explosion. Maintenant, sur le plan économique et technologique, je vais, comme je l'ai déjà fait pour d'autres périodes, essayer de voir quels sont les différents types d'activités dans les villes, justement, enfin qui apparaissent dans les villes, d'après les traces archéologiques, en fonction des trois secteurs inventés, je dirais, le modèle inventé par Jean Fourastier au milieu du siècle passé. Autrement dit, voir quelle est la part du secteur primaire, celle du secteur secondaire et enfin du secteur tertiaire. Le secteur primaire, c'est celui qui est issu directement des productions de matières premières. On voit qu'un certain nombre de paysages sont aménagés autour de réseaux de canaux qui permettent, et qui sont d'ailleurs conçus en fonction d'une activité nouvelle qui remonte quand même à quelques millénaires, à savoir l'agriculture. Dans le secteur secondaire maintenant, c'est-à-dire le secteur qui concerne l'artisanat et l'industrie, on voit apparaître un artisanat spécialisé et la production d'un certain nombre d'objets de luxe. Sur le plan technologique, des innovations surgissent, comme l'invention de la roue et surtout du tour de potier. En plus, la maîtrise du feu, des températures, va permettre, lors de la construction de fours, de réduire, ou plutôt de faire fondre du minerai et d'allier un certain nombre de métaux. On utilise également les fours pour produire des briques qui permettent la construction de nombreux bâtiments dont il nous reste des traces. Enfin, dans le secteur tertiaire, les villes montrent la naissance d'un commerce à longue distance. Donc tous ces éléments prouvent que l'on est dans une économie qui est en plein développement et qu'il y a un lien étroit qui va être favorable, un lien étroit entre, d'une part, le contexte économique, on peut parler d'une véritable révolution néolithique, mais qui remonte déjà à plusieurs siècles, et à propos de laquelle je me suis exprimé dans plusieurs cours d'ailleurs, donc je n'y reviendrai pas pour cette période de la révolution néolithique. Et ici, je vais m'intéresser plutôt donc à la révolution urbaine qui appartient donc au dernier stade de cette révolution néolithique, mais qui lui est intimement lié. Où les villes apparaissent-elles et peut-on parler d'un modèle qui s'est exporté? Sumer a connu incontestablement un rayonnement très important en la matière. La civilisation de Sumer, ce n'est pas la civilisation d'un État, c'est la civilisation d'une région, donc culturelle, où se situent un certain nombre de micro-États, donc indépendants les uns des autres, et qui n'ont jamais fait partie d'un royaume ou d'un empire unifié. Le plus célèbre de ces sites sur le plan urbanistique est évidemment Uruk, qui a une surface extrêmement étendue pour l'époque. Quand on compare le site d'Uruk avec d'autres sites urbains, puisque le site d'Uruk comprend 200 hectares. On y trouve des bâtiments monumentaux, qui sont d'ailleurs décorés. On y trouve également des calculis
Alors les calculis, en fait, ce sont des jetons en argile qui se trouvaient dans, je dirais, des boules en argile qui étaient cuites également. Et ces jetons servaient en fait à gérer. Autrement dit, ils ont été conçus dans le cadre de la gestion économique et de la gestion de ces micro-États. Autrement dit, il s'agit de moyens administratifs pour calculer, d'ailleurs le terme calculi, calcul vient de ces petits jetons, parce que calculi ne signifie rien d'autre que cailloux, ce sont des petits cailloux si vous voulez, et qui sont à l'origine de notre système arithmétique. On trouve également dans cette ville d'Uruk de nouveaux systèmes symboliques comme les sceaux cylindres, l'écriture qui est inventée à partir de 3400 avant notre ère, bien entendu, qui apparaît tout d'abord sous la forme de signes pictographiques et enfin sous la forme de cette écriture cunéiforme qui va être utilisée pendant 3000 ans. À côté d'Uruk, il y a un certain nombre d'autres villes sumériennes qui sont, je l'ai déjà dit, des micro-États. Ces micro-États sont concentrés autour de 2 ou 3 activités principales. Ces villes d'ailleurs dominent un arrière-pays rural. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage de moutons, mais aussi du commerce maritime, parce que Sumer, cette civilisation sumérienne, ces villes sumériennes, ces micro-États sumériens, se trouvent en fait dans le bas Euphrate, qui comprend de nombreux bras qui se jettent dans le golfe Persique, et c'est à cet endroit-là donc qu'apparaissent principalement les premières villes, puisque j'ai déjà annoncé tout à l'heure que d'autres villes apparaissent aussi, et apparemment de manière tout à fait indépendante du modèle sumérien. Hors de Sumer, mais toujours dans le cadre du rayonnement sumérien, on voit que l'ère culturelle de Sumer s'étend aussi au moyen Euphrate syrien et dans des régions qui sont plus éloignées, comme l'Anatolie, donc la Turquie actuelle. Alors une région qui n'est pas si éloignée que cela, c'est l'Élam, qui se trouve dans le sud-ouest de la Perse, et enfin l'Égypte. Il est très difficile de savoir dans quelle mesure le modèle sumérien comment dirais-je, a pu avoir une influence dans ces régions, mais en tout cas, il semble bien apparent. Maintenant, nous allons passer aux autres foyers urbains qui sont indépendants de Sumer. Je vais distinguer ici 2 types de villes, donc 2 types de naissance de villes. Le premier modèle, ce sont les villes planifiées. Autrement dit, ce sont des villes fondées consciemment à un endroit par la volonté, alors maintenant, par la volonté de qui? Là, c'est pas toujours facile de le savoir. Ça peut être un chef, ça peut être aussi une communauté, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan vraiment très clair qui va être suivi, plan qui peut être tantôt circulaire, tantôt quadrangulaire. Alors, dans le cas de plan circulaire, la voirie est radio-concentrée, donc vous comprenez donc que les rues à l'intérieur de la ville comprennent un certain nombre donc
d'allées qui partent du centre et vont vers l'extérieur, mais aussi d'un certain nombre donc de rues circulaires concentriques à partir du centre. C'est le cas du site de Tel Chouaira en Syrie du Nord. Il s'agit d'une ville qui aurait été créée vers 3100 avant notre ère, donc à la fin du 4e millénaire. C'est aussi le cas de Tel al-Raouda, qui date de la deuxième moitié du 3e millénaire. Ensuite, et je l'ai annoncé, il y a des villes qui sont conçues, planifiées dès l'origine sur un plan quadrillé. C'est le cas de fondations urukéennes, c'est-à-dire de fondations qui partent du modèle d'Uruk, et de fondations que l'on trouve sur le Moyen-Euphrate syrien. Vous remarquerez que ces plans se retrouvent d'ailleurs dans des villes modernes, en particulier le plan quadrillé. Si je pense à Barcelone, il y a la vieille ville, et puis alors au-delà de la vieille ville, il y a la ville neuve, la partie de la ville qui a été construite ultérieurement, qui suit un plan, je dirais, strictement quadrillé. On connaît ce plan aussi, mais il n'y a pas de lien ici, évidemment, soit que, mais dans l'autre sens, bien sûr, le plan d'Hippodamos de Milet, où vous aviez donc des villes, je pense aux villes hellénistiques, des villes strictement avec des rues perpendiculaires. Hein. Alors maintenant, on peut considérer que les plans d'Hippodamos sont eux-mêmes le fruit d'un travail, je dirais, à partir de modèles plus anciens. Mais ici, je n'affirme rien, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste du tout de cette période-là. À côté de ces villes planifiées, donc qui sont fondées à la suite d'une décision que ces plans soient circulaires ou quadrangulaires, quadrillés, il y a aussi, et c'est le cas de nombreuses villes bien sûr, qui résultent de développement de villages. Je l'ai déjà dit dans d'autres cours concernant d'autres époques, par exemple la période médiévale, qu'une ville se définit essentiellement par ses fonctions, beaucoup plus que par le nombre de ses habitants. Donc, on ne peut pas dire qu'à partir d'un certain nombre d'habitants, on est dans une ville, et en deçà, on est dans un village. J'ai expliqué encore récemment dans un cours sur les villes au XVIIIe siècle en France, que là, il y avait effectivement une norme, si vous voulez, enfin pas une norme, mais en tout cas une référence statistique qui était utilisée dans l'administration, en dessous, au-dessus de 2000 habitants. Il est évident que pour l'époque qui nous intéresse, bon là on est dans un modèle, dans un état moderne bien entendu, où on doit absolument trouver des règles pour définir, pour catégoriser, à la suite d'un travail, je dirais, lié à l'appareil d'État, s'il s'agit de village ou s'il s'agit de ville. Ici, je ne suis pas du tout dans cette démarche-ci, d'autant plus qu'il est impossible de quantifier, évidemment, le nombre d'habitants. On peut faire des suppositions, bien sûr, avec des fourchettes, mais c'est extrêmement difficile pour des périodes aussi reculées, voire quasiment impossibles. Alors maintenant, un certain nombre de caractéristiques, d'abord liées à leur localisation. Où les villes se situent-elles maintenant sur le plan géographique, dans l'espace? Il y a 3 zones, en fait, que l'on peut repérer. Tout d'abord, près des fleuves ou dans les régions côtières. Ça ne vous étonnera pas quand vous voyez quand même que beaucoup de villes de
notre époque, qui remonte au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, enfin beaucoup du Moyen-Âge, à partir du XVIe et XIIe siècle, sont nés au confluent d'un fleuve et d'une rivière, ou sur les berges d'un fleuve. Ça, on en a de nombreux exemples, et qui s'expliquent évidemment par la facilité du transport des produits, des marchandises qui peuvent être ainsi véhiculées d'un endroit vers un autre. Il y a ensuite la zone du croissant fertile, vous savez, cette zone qui part justement de Sumer, qui remonte vers le nord en suivant le tracé de l'Euphrate et du Tigre, et qui, en Syrie, redescend vers le sud-ouest en y incluant comment dirais-je, le couloir syro-palestinien, éventuellement Chypre également, donc le sud-ouest de la Turquie, et qui aboutit donc en Égypte pour suivre donc le cours du Nil. Tout le monde a appris cela en première année de secondaire lorsque nous avions 12 ans, donc c'est pas du neuf que je vous rappelle ici, bien sûr, ou que j'évoque ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on trouve des villes non seulement dans la zone du croissant fertile, mais jusque dans les marges des déserts de Syrie. Troisième zone maintenant, c'est la zone des steppes. Dans la zone des steppes, les villes sont plus réduites. Elles sont liées, leur création est liée à un contrôle territorial, donc politique et économique, si vous voulez, et aussi au développement du pastoralisme qui est pratiqué dans ces régions. On observe qu'à partir du milieu du IIIe siècle, ces villes se multiplient avec, sur le plan urbanistique, des remparts, des quartiers d'habitation, des temples, parfois des palais également. Maintenant, il y a une question que vous vous posez certainement, c'est de savoir si il n'y a une seule théorie quant à l'origine des villes, parce qu'ici, lorsque j'ai évoqué le contexte, il s'est surtout agi, je dirais, de causes économiques, ou en tout cas d'un contexte économique favorable, lié à la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture, l'invention de l'élevage, auquel va succéder l'invention du tour de potier, l'invention de la roue, les alliages de métaux, donc tout ça renvoie plutôt à un modèle, je dirais, économique quant à l'origine des villes. Toutefois, il y a un certain nombre d'auteurs qui considèrent qu'il y a inversion à faire. Ce ne serait pas l'économie qui serait à l'origine des villes, mais ce serait un processus qui est celui de la naissance de l'État. Et dans cette veine, dans cette école, il y a Alain Testart, que je citais en introduction, qui écrit un ouvrage passionnant, mais qui ne porte pas d'ailleurs sur cette période, c'est seulement à la fin de son livre qu'il traite vraiment de ce sujet. Un ouvrage donc d'Alain Testart intitulé « Avant l'histoire, l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac ». Ouvrage publié dans la Bibliothèque des sciences humaines aux éditions Gallimard. Dans ce livre, et plus particulièrement dans l'épilogue, qui couvre les pages 509 à 512, il y a une théorie qui est proposée, et qui est d'ailleurs étayée dans cette conclusion, ou plutôt dans cet épilogue, puisque c'est ainsi qu'il intitule les dernières pages de son livre.
et que je vais vous lire in extenso. Je tiens, c'est Alain Testard qui s'exprime, que la naissance des villes ne s'explique pas par des considérations économiques, mais s'explique partout par l'existence d'un pouvoir centralisé. Je dis bien centralisé, parce que le pouvoir est antérieur à la naissance des villes. Un tel pouvoir a autour de lui des administrateurs et manifeste sa grandeur en entretenant une cour et un certain luxe. Notez le terme cour ici, hein, et cour dépensière, ou en tout cas, cour qu'il faut, dont il faut faire profiter d'un certain nombre de cadeaux. Percevant les impôts, il dispose d'une grande capacité financière, ce qui attire autour de lui les gens de métier. Donc en fait, c'est l'État qui attire autour de lui, donc c'est le pouvoir centralisé qui attire autour de lui les gens de métier. Donc il faut faire une petite flèche dans le cadre d'un schéma, d'un petit arbre conceptuel, si vous voulez. Cette multiplicité d'administrateurs politiques et d'artisans, c'est-à-dire cette multiplicité de gens qui ne vivent plus à la campagne, ni de la campagne, forment une ville. Voilà. Donc vous avez bien retenu, pouvoir centralisé, perception d'impôts, produits de luxe, il faut attirer des artisans spécialisés, et c'est la multiplicité des gens qui vont être attirés par ce pouvoir centralisé qui va faire qu'on va avoir une ville. Donc c'est la thèse qui est proposée ici, laquelle peut être fort petite, comme l'on voit dans certains royaumes africains, d'avant la colonisation. La ville est liée à l'État et naît de lui. Donc voilà, ça c'est la thèse qui est proposée. Je pourrais vous lire voilà, une partie de sa démonstration qui vient plus tard, à la page 511, qui est plus longue, mais disons que le cœur, je dirais, ça, ce que je vous ai lu, c'est la thèse, et puis il y a une démonstration, il explique que la démocratie primitive n'est pas favorable à la naissance de l'État. Les organisations lignagères le sont beaucoup plus. C'est ce que l'Afrique enseigne, où l'on voit en permanence des organisations lignagères glisser vers des royautés. C'est que l'organisation lignagère suppose déjà de la part du chef du lignage un pouvoir considérable, pouvoir sur les membres du lignage dont il peut disposer des biens et qu'il peut bien souvent vendre en esclavage. C'est lui qui distribue la terre, qui l'affecte à tel ou tel sous-groupe de son lignage. Écoutez bien, qui dit organisation lignagère, enfin dit hiérarchie. Car au-dessus du chef du lignage minimum, il y a le chef du lignage moyen, et au-dessus de ce dernier, le chef du lignage maximum. C'est tout un emboîtement. Et les hommes y sont pris comme dans des boîtes gigognes. Ils sont pris également dans des hiérarchies selon l'aîné, selon les générations, selon leur ordre d'arrivée au village. C'est déjà presque toute une administration. Donc vous voyez ici la démonstration. Hein, les organisations lignagères sont favorables à la naissance de l'État. Il y a une cascade, je dirais, de lignage avec des petits chefs, des moyens chefs et finalement un grand chef. Et à partir de ce moment-là, on peut parler, comment dirais-je, d'administration. Et le roi africain ne fera pas très différemment du chef du lignage. Il se bornera à coiffer toutes ces hiérarchies, distribuera les terres là où auparavant c'était le chef de lignage, c'est-à-dire un parent qui la distribuait, etc. Donc pour lui, la naissance de l'État est liée, je dirais, à la structure même, à l'organisation de ces petits groupes qui, étagés les uns au-dessus des autres,
avec chacun leur chef lignagé, finissent par remonter au sommet de la pyramide à un roi qui a une cour, qui a une administration, et c'est cela la naissance de l'État. On ne peut exclure, avec évidemment échange de cadeaux, hein, avec un lien de dépendance, mais il faut rétribuer les chefs pour qu'ils restent attachés évidemment à ce système, ou à l'autorité du roi. On ne peut exclure que le Proche-Orient ait connu à haute époque une démocratie primitive. La question reste controversée, faute de données assurées, mais les mentions mythologiques des assemblées des dieux le donnent à penser. Le fait que les hommes aient été créés pour servir les dieux, et presque comme leurs esclaves, semble toutefois renvoyer à une toute autre donne idéologique. Quoi qu'il en soit, il est presque certain que le Proche-Orient ancien a connu l'organisation lignagère, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ici la thèse développée par Alain Testat. Je remontre son livre. Donc les extraits que j'ai pu vous lire donc, se situent aux pages 509 et 512, donc, dans ce livre intitulé « Avant l'histoire chez Gallimard ». Maintenant, je vous montre des ouvrages, certains qui sont anciens, mais qui ont été longtemps des classiques, et c'est à ce titre-là que je vous les montre, ne serait-ce que pour des raisons historiographiques. D'abord de Gordon Childe, je crois que ça date de 1961 pour la traduction française. Alors maintenant, pour l'original, là, oh, ça doit dater... Enfin, je sais que Gordon Childe a commencé à travailler sur ce sujet-là à partir de 1925. Hein. Et puis il a publié toute une série d'ouvrages sur le sujet. Peut-être que celui-ci date de 1939. Il y a tout un... Attendez, hein, j'ai peut-être l'année précise ici. Voilà. Oui, l'édition définitive date de 1954, en anglais donc, hein, 61 en français. Donc, dans la collection Gallimard ID, NRF, de Gordon Childe, de la préhistoire à l'histoire, qui est un ouvrage classique sur l'aube, je dirais, de l'histoire, et qui comprend alors 30 pages sur la révolution urbaine en Mésopotamie, mais depuis lors, bien sûr, de très nombreux travaux archéologiques ont été faits, et par conséquent, cet ouvrage, sur le plan, je dirais, en termes d'information, est complètement dépassé, mais c'est souvent pour démonter la thèse de Childe et d'autres auteurs que des recherches ont pu être menées, en tout cas ont voulu être menées. Donc il a, de ce point de vue-là, un intérêt. Alors, de Francis Johannes, les premières civilisations du Proche-Orient chez Belin, collection Histoire, c'est un manuel d'enseignement supérieur. De Paul Garelli et d'autres auteurs, Le Proche-Orient asiatique, tome 1, des origines aux invasions des peuples de la mer, dans la collection Nouvelle Clio, aux presses universitaires de France. De Georges Roux, La Mésopotamie, en point histoire. De Jean-Jacques Lasner, La Mésopotamie dans les guides la collection Guide Belles-Lettres des civilisations, spécialiste de l'écriture. De Jean-Claude Margueron, aussi un grand archéologue, dans la collection Archaeologia Mundi, l'ouvrage intitulé Mésopotamie chez Nagel. Alors,
dans les dossiers d'archéologie, numéro 378, novembre-décembre 2016, l'histoire commence en Mésopotamie, au départ d'une exposition au Louvre pour comment dirais-je, la partie du Louvre qui se trouve à Lens, dans le nord de la France. Alors, un ouvrage qui est un petit peu décoiffant, comme celui de Testard, de James Scott, Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États. Alors là, on est au cœur, je dirais, de cette problématique soulevée donc par Testard, édité à la Découverte. En fait, Scott est un spécialiste d'anthropologie de l'université de Yale aux États-Unis. Et enfin, mais pour une période ultérieure, où malheureusement, donc c'est bien dommage que la Mésopotamie ne s'y trouve pas, mais c'est tout à fait logique, puisqu'il s'agit d'une histoire de l'Europe urbaine, hein, voilà, donc il n'y avait pas de raison que ça s'y trouve. Donc, de Xavier Lafont, Jean-Yves Marc et de Maurice Sartre, La ville antique, qui, sous la direction de Jean-Luc Pinol, qui porte évidemment sur la Grèce et Rome. Donc, je dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu dans cette collection-là un volume aussi sur la ville proche-orientale, mais il n'y avait pas de raison, hein, ça aurait été une autre collection, bien sûr. Donc c'est dans la collection Point Histoire. J'ai dit